Bonjour à tous. Il nous manque un intervenant, mais qui ne devrait pas tarder, je pense, à prendre place. Tout d'abord, je tiens à remercier Manuel Tirard de m'avoir fait l'honneur d'ouvrir la partie scientifique de ce colloque. Donc, une partie introductive qui s'intitule « Situation et cause globale de la crise des finances publiques ». Et pour cela, nous avons donc le plaisir d'accueillir trois intervenants. Monsieur Étienne Farvac, qui est professeur d'université à l'Université de Lille, professeur d'économie, pardon, à l'Université de Lille. Thomas Govidarica, qui nous rejoint à l'instant, que nous comptons parmi les chargés d'enseignement du département de droit, économie, gestion depuis de nombreuses années, mais qui est avant tout conseiller de chambre régionale et territoriale des comptes. Et enfin, Mathieu Morando, qui est responsable des études à l'Institut des missions d'Outre-mer. Alors, permettez-moi tout d'abord de remettre brièvement cette problématique dans une perspective historique. Depuis la fin du XIXe siècle, le rôle croissant de l'État dans l'économie s'est traduit par une très forte croissance des dépenses publiques, à tel point que cette dernière est devenue un thème d'étude central de l'économie publique, certains cherchant à expliquer simplement le phénomène, d'autres s'attachant à comprendre pourquoi il est si difficile de renverser cette tendance. Ainsi, en France, comme dans de nombreux autres pays industrialisés, les dépenses publiques ont très fortement augmenté jusqu'à la fin des années 70. Depuis le début des années 80, dans un contexte de résurgence des thèses libérales, leur part dans le PIB n'a guère évolué. Le ralentissement de la croissance économique s'est accompagné d'un ralentissement du rythme d'augmentation des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Ce ralentissement s'est effectué sous une double pression. D'une part, la nécessité de rééquilibrage des comptes publics, mais aussi une volonté particulière et idéologique de limiter le rôle des transferts sociaux, le plus souvent par la compression des dépenses sociales. Alors, pour analyser en détail les causes de cette crise des finances publiques, je laisse sans plus attendre la parole à Étienne Farvac, qui va nous expliquer pourquoi et comment en est-on arrivé là. Étienne, la parole est à vous. Merci à Manuel pour l'invitation et à l'Université Nouvelle-Calédonie pour son soutien. Et donc mon rôle ici va être de faire un cadrage assez large. Les universitaires aiment beaucoup faire des entonnoirs. Et donc moi je suis tout en haut de l'entonnoir et puis on va arriver dans la journée et dans les 2 jours qui viennent sur des points beaucoup plus précis. Donc un cadre très général avec un plan qui va se dérouler un peu en 3 parties, même si je serai assez bref sur la première, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas mal connues, donc je passerai assez rapidement. J'insisterai plutôt sur la deuxième partie, qui sont vraiment les causes structurelles et puis les renouvellements de l'analyse économique depuis la crise, quand même, qui sont revenus sur ces sujets. Et puis conclure un peu sur ce qui reste à faire, ce qui reste à comprendre, et on a au minimum 2 jours, mais il y aura probablement encore d'autres efforts à faire pour le faire. Donc tout ce qui est première partie, donc sur les raisons conjoncturelles, il faut se souvenir quand même que on parle d'une grande récession. C'est une grande récession, c'est quelque chose d'historique à l'échelle. Ce que vous avez ici sous les yeux, donc c'est une comparaison entre la grande dépression des années 30 et la grande récession donc des années 2000-2010. Donc en bleu, c'est les périodes des années 30 et en rouge, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Donc, enfin 2008-2010. Donc ce que l'on constate simplement ici, c'est que les trajectoires sont à peu près identiques, ce qui montre bien que c'était une grande récession, mais que la reprise est relativement plus rapide, et notamment parce que les politiques économiques, monétaires surtout, mais aussi budgétaires, ont pu intervenir plus rapidement que dans les années 30. C'est une grande récession qui laisse des traces. Encore une fois, ici, on compare les trajectoires des économies entre les années 30 et les années 2000, et on constate que là aussi, la trajectoire, elle a été impactée très fortement, mais que la reprise, si elle a été plus rapide, elle est aussi beaucoup plus lente que dans les années 30. Je ne vais pas aller plus vite. Ça, c'est simplement, encore une fois, pour vous montrer le décrochage qui a eu lieu dans les trajectoires de croissance de nos économies suite à la crise de 2008 et pour la zone euro, donc à partir de 2010 également.
Un focus un peu particulier sur un pays dont on a beaucoup entendu parler, mais qui continue à souffrir très fortement, c'est la Grèce. Ici, vous avez une comparaison, donc notamment sur le graphique de droite, entre la trajectoire qu'ont connue les États-Unis dans les années 30, donc une trajectoire qui est marquée, qui fonde une partie de la macroéconomie contemporaine, et puis la trajectoire, donc la trajectoire des États-Unis est en rouge, et la trajectoire de la Grèce actuellement. Donc vous constatez que la Grèce est un pays qui souffre plus encore et bien plus encore que les États-Unis dans les années 30, ce qui n'est pas peu dire. Si j'en viens à la France, les conséquences budgétaires, eh bien évidemment de ces crises, donc un ralentissement très brutal de la croissance, évidemment fait chuter les rentrées budgétaires et augmente les besoins de dépenses. Ça, c'est des mécanismes qu'on connaît, mais qui ont ici agi de façon très brutale, puisque la crise a elle-même été très brutale. Donc le solde conjoncturel, donc le déficit, si vous voulez, de l'administration publique, eh bien connaît une dégradation sur la période qui est relativement importante. La France, ici, ne fait pas mieux que ses partenaires. En tout cas, la trajectoire n'a pas été mieux contrôlée que ses partenaires. Ce que vous avez ici sur ce graphique, donc c'est une comparaison de la France en bleu, de l'Allemagne en rouge, et puis zone euro, Union européenne, donc les autres couleurs. Vous voyez que la France est en dessous de la moyenne de la zone euro et de l'Union européenne, donc en termes de trajectoire. Donc on a moins bien contrôlé les dépenses publiques dans cette période de crise. Ceux qui font encore moins bien sont des pays comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, mais qui ont connu des effets et des impacts de la crise qui sont encore plus lourds que les nôtres. Et si on compare cette fois-ci avec des pays qui ont été moins frappés, c'est-à-dire la Suède, la Belgique et les Pays-Bas, eh bien la France ici apparaît en dessous. La France est toujours en bleu. On a toujours une dégradation plus longue, plus continue des finances publiques françaises. D'accord ? Donc, ce qui amène, si vous faites simplement des recherches Google sur la dernière période, eh bien, à des cris d'alarme. Ça a été rappelé dans les interventions protocolaires. On est dans une situation et dans un moment important de l'évolution. La France dévie dangereusement. On atteindrait bientôt le fameux seuil fatidique des 100% de dette publique par rapport au PIB, etc. Donc, on est dans une situation qui ne peut qu'attirer l'attention. Ici, on compare la situation de la France, donc, avec un certain nombre de pays. Vous constatez que la moyenne de la zone euro, donc, est à 48,5%, donc, de dépenses publiques dans le PIB. La France est à 10 points au-dessus de ce niveau. Et ce qui fait la différence entre la France et le reste, ça c'est un graphique qui est assez intéressant, qui vient de sortir dans le dernier rapport de la Cour des comptes, dont on a entendu parler, puisqu'il a dénoncé la dérive des finances publiques récentes sous le dernier mandat. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que là où la France fait moins bien finalement que la zone euro, eh bien, c'est dans les services généraux. Alors l'enseignement supérieur, ici je parle à des convaincus, donc je ne vais pas insister, la justice, mais là où la France finalement fait moins bien que les autres, en tout cas semble moins bien contrôlée, et ce qui explique une bonne partie de sa dérive des finances publiques, eh bien c'est un modèle social un peu différent. Alors pour le bien, pour le mal, c'est une Blaise l'a signalé, mais ce qui est clair, c'est que le dérapage, ou en tout cas l'écart entre la France et ses partenaires européens, eh bien, vient d'un système social qui est plus généreux, plus protecteur et qui est moins contrôlé probablement, en tout cas, dans ses dépenses que le reste. Alors, on y reviendra dans les 2 jours. Il y a des séquences spécifiques là-dessus. Donc, je ne vais pas insister plus et je vais en venir donc aux causes un peu plus structurelles cette fois qui expliquent ou qui peuvent tenter d'expliquer la situation française et la situation finalement par extension plus générale que l'on connaît aujourd'hui. Alors, le terme d'addiction à la dépense publique a été employé par notre Premier ministre dans sa déclaration générale il n'y a pas si longtemps, Édouard Philippe. Donc il a parlé d'addiction à la dépense publique française. Évidemment, il y a un certain nombre de pays qui connaissent le même type d'addiction. Et un mécanisme économique très simple pour expliquer cette addiction, c'est résumé finalement par cette petite phrase de Charles Wyplosz, qui est professeur à l'Université de Genève, et qui dit finalement les gouvernements ont tendance à dépenser plus qu'ils ne prélèvent sous forme d'impôts. Pourquoi ? Parce que les dépenses d'un côté font des heureux, et donc dès qu'on veut rogner sur la dépense, on fait des malheureux qui ont tendance à protester contre le fait qu'on rogne sur la dépense. Ils ne sont pas censés être ingrats, alors que les impôts eux-mêmes sont impopulaires, et que dès que vous employez le mot impôt, eh bien évidemment, personne n'est ravi de payer des impôts, même si tout le monde est conscient que ça peut être utile.
Alors pourquoi on ne peut pas réformer? Bon, d'abord parce qu'il y a ce mécanisme sous-jacent qui fait que toute réforme crée des perdants et qu'il faut réussir à indemniser les perdants si on veut que la réforme passe, et que toute réforme créant des perdants, eh bien on arrive à ce qu'on appelle la malédiction de Juncker. La malédiction de Juncker, donc ancien Premier ministre du Luxembourg et qui a ensuite détenu des postes importants au niveau européen, et qui dit on sait tout ce qu'on doit faire. Tout décideur politique sait ce qu'il doit faire s'il veut maîtriser ses finances publiques. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, il est incapable, il pense qu'il sera incapable d'être réélu derrière. D'accord? Donc les incitations des hommes politiques sont absolument pas alignées, enfin sont en quelque sorte si, au contraire alignées avec les incitations des perdants de la réforme, donc ce qui fait que la réforme est très difficile à mettre en place. Donc c'est une analyse qui est bien connue, hein, ça fait les délices, donc comme je le mets là, de ce qu'on appelle l'école des choix publics, du public choice, donc les étudiants qui ont subi ou qui ont suivi les cours de Gaël Lagadec qu'on dû en entendre parler un petit peu. Et puis, évidemment, tous les cours d'économie publique parlent de ça, qu'on ait la fameuse loi de Wagner qui dit que finalement les dépenses publiques ont tendance à croître plus rapidement que le PIB. Donc, loi de Wagner qui date de 1872, hein, on n'est pas sur des sujets qui sont récents. La loi de Baumol-Bowen de 1966, donc Baumol qui nous dit simplement que la productivité dans les services publics est forcément inférieure à la productivité ailleurs, et donc ça crée un dérapage permanent, enfin en tout cas une tentative de dérapage permanente des dépenses publiques, et puis d'autres effets cliqués, donc il y a un peu l'effet anti-réforme et l'effet de déplacement du guerre, il y en a d'autres, et ça sont des choses connues. Alors l'addiction, oui, elle existe, ça je pense qu'on peut pas le nier, depuis 1866 au moins on parle de cette addiction. Maintenant l'addiction, aujourd'hui on est un peu en cure de désintox quand même, hein, puisque ce qu'on constate sur ce graphique, c'est que la vitesse de croissance des dépenses publiques a tendance à diminuer dans le temps. En tout cas, en France, c'est le cas. Ce que vous voyez, c'est qu'on a une tendance, hein, si on traçait une droite sur ces deux courbes, donc il y a la courbe en valeur, il y a la courbe en volume. Si on traverse une droite, on voit bien que la pente est négative. Donc on a bien une tendance aujourd'hui à une dépense publique qui augmente moins vite. Elle continue à augmenter. D'accord? D'où le fait que, eh bien, on soit dans une situation au total qui est dégradée. Autre cause structurelle, eh bien, c'est ce qu'on appelle la contracyclicité. Alors ça paraît être un gros mot. Ça veut dire simplement que on a tendance à mener en fait des mesures budgétaires qui vont dans le sens du vent, alors que toute la théorie économique nous dit que la politique budgétaire doit plutôt être utilisée et plutôt efficace quand elle va contre le vent. Autrement dit, ce que nous dit la théorie économique standard, depuis Keynes au minimum, hein, donc les années 30, eh bien, ça nous dit qu'il faut faire de la politique budgétaire quand on est en situation de crise, quand on est en situation de récession. Or, les gouvernements ont tendance à mener des politiques qui sont contracycliques, donc qui vont plutôt faire des réductions de dépenses alors qu'on est en récession et qu'on aurait besoin de dépenses supplémentaires, et faire de la croissance des dépenses publiques alors qu'on est déjà en croissance. Et donc, c'est ce que Friedman nous expliquait déjà en 1953. Alors Friedman, oui, pape du monétarisme, parangon de l'économie libérale, et qui est dans un article très simple de 1953, nous explique qu'il y a en fait derrière tout ça, même si on n'est pas idéologue, mais si on regarde les choses de façon assez objective, il y a une mécanique de la dépense publique qui fait qu'on va avoir tendance à boom the boom, buzz the buzz, donc à être contracyclique, parce que le temps qu'on prenne la mesure de la récession, qu'ensuite on mette en place les politiques économiques pour lutter contre cette récession, que ces politiques économiques fassent leur effet, eh bien la récession de façon un peu naturelle, si c'était une récession légère en tout cas, eh bien a tendance à être déjà dépassée, donc on va au contraire avoir des dépenses publiques qui vont avoir un effet au moment où on n'en a plus besoin d'une certaine manière. Cette contracyclicité, on le constate. C'est pas simplement un argument idéologique de Friedman, c'était un argument plutôt technique qu'il faisait, et on le constate sur les dépenses publiques. Donc ici, en fait, on devrait avoir des dépenses contracycliques si on était dans le cadran numéro 1 ou dans le cadran numéro 3. Là, on serait contracyclique. Ce que vous constatez, c'est que les points sur ce graphique sont plutôt situés dans les cadrans 2 et 4, donc plutôt dans les périodes où on est procyclique, donc on fait de la politique budgétaire au mauvais moment. Alors ça, c'est le cas de la zone euro, et c'est encore plus marqué dans le cas de la France. Dans le cas de la France, on voit bien que, à part dans la période en 2006, hein, qui est dans le cadran 1, et en 2009 qui est dans le cadran 4, eh bien à ce moment-là, pour l'essentiel, la politique budgétaire française a eu tendance à être très largement
procyclique plutôt que d'être contracyclique. Alors pourquoi c'est important? Parce que du coup, ça mène à une sous-efficacité de la politique budgétaire. On sait que la politique budgétaire peut être efficace, on connaît les conditions d'efficacité, et en fait, elle va être sous-efficace. Alors, la politique budgétaire, elle a tellement été mal utilisée d'une certaine manière dans les années 70-80 que, du point de vue des économistes, c'était une politique qui était quasiment morte. Au sens où ça servait plus à rien d'en faire, on en ferait forcément au mauvais moment, et donc il valait mieux se concentrer sur la politique monétaire. Et la politique budgétaire a un peu été oubliée. Et avec la crise, eh bien, les plans de relance ont été tellement importants et ont eu des effets, pour le coup, tellement importants, que cette fois-ci, il y a eu tout un renouveau de l'analyse économique. La politique budgétaire a été retrouvée d'une certaine manière. Elle est renée, peut-être plus radieuse que jamais, du fait de cette crise. Donc le multiplicateur dont parlait Monsieur le Haut-Commissaire, eh bien cette fois-ci, il retrouve des lettres de noblesse, mais avec des bémols. Le renouveau de l'analyse économique sur ce sujet fait que maintenant on dit on fait plus du multiplicateur et on fait plus de la politique budgétaire en permanence. La politique budgétaire va avoir des effets qui vont être très différents en fonction de la position du cycle et en fonction du type de dépense qu'on va utiliser. Et donc là aussi, par rapport à ce que disait Monsieur le Commissaire, eh bien faire de la dépense d'investissement est probablement pas la même chose que de faire de la dépense de salaire ou de fonctionnement. Alors cette analyse économique a été renouvelée, notamment par ce qu'on appelle des études d'impact, donc en centrant l'analyse sur quelques épisodes marquants de relance des dépenses publiques. Donc ça a été le cas, par exemple, de la guerre de Corée du 11 septembre aux États-Unis. Eh bien, on a essayé d'isoler l'impact des dépenses publiques supplémentaires faites pendant ces périodes-là sur les agrégats macroéconomiques. Et avec en plus le renouveau de la modélisation et des méthodes économétriques dans les années 80-90 et la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui sur un ordinateur portable, eh bien, on a des effets aujourd'hui qui sont beaucoup mieux appréciés. Alors, ce fameux multiplicateur budgétaire, eh bien, quand on fait des estimations, quelle que soit la méthode aujourd'hui, qu'on fasse ce qu'on appelle l'approche narrative, c'est-à-dire on va compter dans les documents de finances publiques quelles sont les augmentations de dépenses publiques ou d'augmentation de réduction des impôts. Quand on fait de l'analyse économétrique VAR, donc une analyse économétrique assez standard désormais, ou des modèles un peu plus en série temporelle, eh bien on a vous voyez des évaluations du multiplicateur budgétaire qui sont très très variables, qui vont de 0,5 grosso modo à 3. Alors quand vous dites à un décideur public votre politique budgétaire, votre euro supplémentaire va avoir un impact qui va varier de 0,5 à 3, il n'est pas forcément ravi. Donc on avance un petit peu et grâce au renouveau, eh bien on constate qu'il y a des effets qui vont être très différents entre les périodes de récession, ce que vous avez donc ici sur le graphique du haut, et les périodes d'expansion. Ce qu'on constate, c'est que dans les périodes d'expansion, on a un multiplicateur qui est beaucoup plus faible, voire négatif, alors que dans les périodes d'expansion, il est beaucoup plus élevé. Alors ces graphiques-là, ça ne vous dit pas forcément grand-chose. Quand on regarde des tableaux récents, ou bien des estimations récentes, vous constatez que simplement le multiplicateur en période d'expansion, il est estimé à 0,6, pour arrondir, donc 0,57, alors qu'en période de récession, il est estimé à quasiment 2,5. Donc on a des évaluations qui varient de 1 à 4 entre les périodes d'expansion et les périodes de récession. Donc la politique budgétaire, et finalement on ne fait que retrouver le message initial de Keynes. La politique budgétaire, elle va être beaucoup plus efficace lorsqu'on est en période de récession que lorsqu'on est en période d'expansion. Mais ça veut dire que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire très attention à la façon et au moment où on va utiliser l'outil de la politique budgétaire. Simplement ici, pour vous montrer que les multiplicateurs, donc là je viens de vous dire que les multiplicateurs varient en fonction de la position dans le cycle, donc expansion-récession, mais les multiplicateurs sont aussi différents en fonction du type de dépenses sur lesquelles on va agir. Donc que ce soit les cotisations sociales employeurs, la TVA, l'investissement public, l'emploi public, vous voyez que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien l'emploi public, c'est probablement là où on a le multiplicateur, l'effet relance le plus faible sur l'économie par rapport à d'autres mesures type TVA, on en reparlera tout à l'heure, et puis les investissements publics. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aller un petit peu plus dans le détail de l'ajustement et regarder un petit peu finalement les modalités d'ajustement. Le diable est dans les détails, on le sait bien. Mais ce qu'il faut regarder, c'est finalement, une fois qu'on atteint 100% de dette publique par rapport au PIB, finalement, comment on ajuste pour que ce soit le moins douloureux possible et pour pas éventuellement casser une phase de croissance qui serait en redémarrage. Ce que l'on sait aujourd'hui, encore une fois, par rapport à tous les efforts, le renouveau de l'analyse sur la politique budgétaire, eh bien, c'est qu'il vaut mieux que la consolidation soit graduelle,
a fortiori quand on est dans une économie en récession ou qu'on est dans une économie sur laquelle les marchés financiers commencent à mettre en place des primes de risque. Donc on est une économie qui est sous le focus finalement des marchés financiers. Est-ce qu'il vaut mieux réduire les dépenses ou augmenter les recettes? Eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la réduction des dépenses semble avoir des effets beaucoup plus permanents que l'augmentation des recettes. L'augmentation des recettes va avoir un effet, en tout cas à plus long terme, alors que l'effet de réduction des dépenses va avoir un effet plus immédiat et plus persistant finalement au final. Le mécanisme, eh bien finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que réduire les dépenses va avoir probablement un effet multiplicateur plus important, plus immédiat que l'effet fiscal. Mais évidemment, couper dans les dépenses, c'est beaucoup moins aisé. Et là, on revient au problème de la réforme et de l'indemnisation des perdants à la réforme. Si vous voulez couper dans les dépenses, c'est bien. Tout le monde est d'accord pour ça. Simplement, dès qu'on dit oui, mais il va falloir couper dans tel budget, si on est concerné par le budget, eh bien évidemment, ça nous fait beaucoup moins sourire. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le diable est vraiment dans les détails. On a des analyses aujourd'hui on essaye en tout cas d'aller sur des choses qui sont très pointues, en regardant vraiment la mécanique de l'ajustement budgétaire sur des cas particuliers. Donc, j'en viens à ma conclusion. Ça veut dire qu'on a aussi un problème de voir quelles sont les institutions qui seraient éventuellement les plus efficaces pour remettre une économie sur une trajectoire qu'on pourrait dire soutenable. Il a beaucoup été fait mention de conseils budgétaires indépendants. Donc, de la même manière que les banques centrales sont devenues indépendantes dans les années 80, eh bien peut-être que remettre évidemment l'outil de politique budgétaire à des conseils indépendants, eh bien ce serait une manière de réduire la malédiction de Juncker, de fait de retirer finalement le pouvoir de décision aux politiques. Alors évidemment, ils ne sont pas ravis, ça c'est clair. Une autre manière d'essayer de contrôler l'activité du politique, c'est d'avoir une espèce de règle d'or institutionnelle. Alors, te dire finalement, la règle d'or typique recommandée par les économistes, c'est simplement qu'on ne devrait s'endetter que lorsque l'on fait de l'investissement. On ne devrait pas permettre l'endettement pour de la dépense de fonctionnement. C'est ce que toutes les collectivités locales connaissent, grosso modo, mais c'est ce que l'État ne fait pas pour lui-même, donc peut-être que ce serait au moins une modification à mettre en œuvre. Et enfin, pour terminer, pour ouvrir des perspectives sur les sujets de recherche qui devraient peut-être intéresser des étudiants dans l'avenir ou des collègues, eh bien on manque probablement aujourd'hui d'analyse sur les effets de bien-être. C'est-à-dire, oui, couper dans les dépenses budgétaires, augmenter les impôts, c'est très bien, mais finalement, on sait les impacts économiques, mais on maîtrise très peu finalement le vrai effet sur le bien-être des agents, sur leur fonction d'utilité, diraient les économistes. Mais ça, on a très peu d'analyse de ce point de vue-là, parce que on n'avait jusqu'à présent pas vraiment de données à des niveaux individuels. Aujourd'hui, la microéconométrie quand même est beaucoup plus développée. On a des bases de données qui permettent de le faire, mais on est encore très pauvre et très peu avancé là-dessus. Et enfin, les effets redistributifs, à court et à long terme. On commence à avoir des analyses sur les effets redistributifs des politiques monétaires, puisque là, les banques centrales sont beaucoup intervenues sur les marchés, on fait monter les titres de certains actifs financiers, baisser d'autres, ça a des effets redistributifs. Les politiques budgétaires en ont aussi, et finalement, on ne sait pas grand-chose de ce point de vue-là. Donc, il y a encore beaucoup de travail, et dans les 2 jours que l'on a devant nous, eh bien, je pense qu'on va être amené à en discuter en long, en large, et en espérant qu'on ait quelques conclusions. Mais ça, on attendra donc la fin de l'après-midi prochaine. Merci. Merci beaucoup. Le temps donc que l'intervenant suivant prenne place, je vous demanderai donc je ne doute pas que cette présentation très intéressante ait suscité peut-être quelques questions. Je vous demanderai néanmoins d'attendre la fin des 3 présentations, et nous aurons à l'issue des 3 présentations un moment d'échange au cours duquel vous pourrez éventuellement poser des questions. Alors, je laisse donc à présent la parole à Thomas Govedarica, conseiller de Chambre régionale et territoriale des comptes. Après cette présentation, qu'en est-il de la Nouvelle-Calédonie? Pour analyser cette question, il paraît important au préalable de rappeler un petit peu le cadre des finances publiques sur le territoire qui, comme vous le savez, présente un certain nombre de spécificités. C'est ce à quoi va s'attacher donc à présent Thomas Govedarica. Je vous laisse la parole. Merci Séverine. Excusez-moi. Voilà, pardon.
Nous sommes en train donc, effectivement, Étienne était en haut de l'entonnoir, on est en train de descendre les parois de l'entonnoir pour zoomer sur la Nouvelle-Calédonie, et donc la première étape, c'est effectivement de cadrer le fonctionnement des finances publiques calédoniennes. Merci à Manuel de m'avoir confié ce sujet, et donc l'objet de cette intervention qui est le cadre des finances publiques, le cadre calédonien des finances publiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre des finances publiques? Il y a trois objets, hein, trois dimensions. La première, c'est la dimension fiscale, c'est-à-dire le pilotage des impôts auxquels s'ajoutent aujourd'hui les cotisations sociales. Les prélèvements obligatoires, hein, somme des cotisations sociales et des impôts, sont le socle des finances publiques. Deuxième dimension de notre sujet, c'est la dimension budgétaire, c'est-à-dire le pilotage des dépenses. Il se dédouble en une question institutionnelle, qui est compétent et pour quelles dépenses, et une question de méthode, à savoir comment les collectivités gèrent leurs dépenses, quelles sont leurs règles et pratiques budgétaires. Enfin, le dernier élément d'un cadre des finances publiques, c'est l'exécution des recettes et des dépenses. Il y a dans tout cadre de finances publiques une dimension comptable, impôts, budget, comptabilité. Comment cela fonctionne-t-il en Nouvelle-Calédonie? Je prendrai comme point de comparaison les finances locales métropolitaines. Le premier élément structurant de notre point de comparaison, qui est l'organisation des finances locales classiques, je dirais, c'est que les collectivités locales n'ont ni le même logiciel fiscal, ni le même logiciel budgétaire que l'État. À l'État, les grands impôts et les grandes politiques publiques, dans le cadre d'un budget taillé pour la performance, un budget LOLFE, et aux collectivités locales, les services, les prélèvements et les politiques du cadre local, dans un cadre budgétaire plus classique, c'est-à-dire n'ayant pas encore intégré le pilotage de la performance. Et puis le deuxième élément des finances locales classiques, non calédoniennes, c'est que les collectivités partagent entre elles et avec l'État un même système de comptabilité que je rappelle brièvement, hein, c'est le modèle juridictionnel qui est différent du modèle anglo-saxon, modèle dans lequel le comptable public est responsable de la régularité des opérations de recettes et de dépenses qui lui sont proposées à l'exécution par les ordonnateurs, par l'émission de titres et de mandats. Tel est schématiquement notre cadre de référence. Au regard de celui-ci, le cadre calédonien des finances publiques est pour partie conforme ou proche de ce cadre, et pour partie s'en éloigne. Je dirais qu'il en est loin parce que, tout d'abord, les impôts et aujourd'hui la fiscalité sociale ont toujours été gérés localement. C'est donc une première différence notable. Ensuite, plus récemment, l'évolution institutionnelle a transféré aux trois provinces et à la Nouvelle-Calédonie le pilotage des grandes politiques publiques et donc de la dépense publique. En revanche, le cadre calédonien des finances publiques reste très proche du cadre classique des finances locales métropolitaines. Si l'on considère son fonctionnement comptable, la comptabilité publique d'une part, et si l'on considère aussi son cadre budgétaire, nous y reviendrons. C'est donc au travers du cadre de la dépense d'une part, des prélèvements obligatoires d'autre part en seconde partie, que je vous propose d'appréhender ces ambivalences du cadre calédonien des finances publiques entre spécificité et conformité au regard du cadre des finances locales classiques. Alors, s'agissant du cadre de la dépense, 4 points à souligner. Tout d'abord, donc, l'importance des politiques publiques menées au plan local. Les 4 collectivités du territoire, les 3 provinces et la Nouvelle-Calédonie, exercent ensemble, finalement, les 3 fonctions attribuées à l'État par l'économiste américain Richard Musgrave,
allocation des ressources, redistribution et régulation de la conjoncture. 3 rôles que l'État n'exerce plus en Nouvelle-Calédonie et qui sont donc exercés par les 3 provinces et la Nouvelle-Calédonie. Depuis le transfert de l'enseignement secondaire en 2012, toutes les grandes politiques publiques, sauf la sécurité et l'enseignement supérieur et la recherche, sont pilotées par la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces. Deuxième, donc les enjeux qualitatifs de cette situation sont considérables puisqu'ils relèvent de ces 4 collectivités la conduite des grands services publics à la population, le financement et la gestion des équipements collectifs, la gestion des SPIC, les aides à l'investissement et les politiques de développement dans l'ensemble des domaines. Enfin, la régulation et la statistique publique sont également dans leur ressort. C'est donc l'avenir du territoire qui est en jeu à travers ces dépenses. L'enjeu financier n'est pas moins important. On a commencé à en parler avec le haut-commissaire. Rapporté à un PIB de 955 milliards de francs CFP, la dépense publique, c'est une dépense de 500 milliards. 360 milliards financés par les prélèvements locaux et les recettes propres, l'État complétant par des apports divers pour un montant total d'environ 150 milliards. Ce montant n'intègre pas le coût de la défiscalisation, mais Monsieur le Haut-Commissaire nous a indiqué qu'il fallait rajouter 10 milliards à peu près en moyenne pour cette action de l'État. Le deuxième point qui ressort du cadre de la dépense, c'est la multiplicité des acteurs. Je viens d'en parler. Le transfert des responsabilités de l'État s'est fait sur 4 collectivités, les 3 provinces et la Nouvelle-Calédonie. Il y a donc 3 niveaux territoriaux de gestion en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. À ces 3 niveaux s'ajoute le secteur social avec les caisses sociales, en premier lieu desquels la CAFAT et l'ensemble des opérateurs de santé de statut public et privé. Il existe de nombreux établissements publics et d'organismes à statut divers, établissements publics, associations, GIP, SEM, qui sont en charge de domaines plus ou moins structurés de l'action publique. L'OPT, par exemple, est compétent pour l'ensemble du secteur des télécommunications. Le logement social relève en revanche de plusieurs acteurs, 3 SEM, un fonds relevant de la loi de 1898 sur les sociétés mutualistes et une association. L'économie mixte déborde très largement vers le secteur concurrentiel en Nouvelle-Calédonie, c'est une caractéristique également. Chaque province dispose, on le sait, d'une SEM de participation, Promo Sud, la SODIL et Sofinor, dont les filiales sont présentes dans de nombreux secteurs de l'économie calédonienne. La Nouvelle-Calédonie n'a pas de SEM de participation, mais elle a été autorisée pour des raisons d'intérêt général, à prendre des participations dans des sociétés commerciales comme Air Calédonie ou Air Calin. Cette fragmentation entre les acteurs nous conduit au 3e enjeu du cadre institutionnel de la dépense, qui est la coordination. Et cette coordination, qui est un enjeu essentiel, puisqu'on sait qu'il y a un coût à l'absence de coordination et qu'il y a à l'inverse un effet de levier aux politiques coordonnées. La coordination est à ce stade insuffisante. Je serai bref sur le niveau communal, mais il faut tout de même souhaiter ici que l'intercommunalité progresse, car elle est relativement encore peu développée en Nouvelle-Calédonie. Les EPCI de la loi Chevènement n'ont pas été introduits sur le territoire, et les syndicats intercommunaux classiques sont en nombre relativement restreint. Mais je dirais que le principal sujet de coordination se situe entre les provinces et entre celles-ci et la Nouvelle-Calédonie. Si on prend l'exemple de l'enseignement, les communes financent les écoles et les services périscolaires, chaque province recrute et paye les instituteurs des écoles publiques, finance les collèges et les internats, la Nouvelle-Calédonie gère les collèges et les lycées, les agents du secondaire et le contrôle pédagogique du primaire, l'État collationne les diplômes, le contrôle pédagogique pilote le contrôle pédagogique du secondaire, paye les personnels du secondaire, le haut-commissaire l'a rappelé dans le cadre de la mise à disposition globale et gratuite, nomme le vice-recteur, et enfin il y a 3 réseaux confessionnels privés qui participent au service public de l'enseignement. On retrouve cette dispersion institutionnelle dans de nombreux secteurs, et il est difficile, bien sûr, dans un tel contexte, d'éluder le sujet de la coordination entre les collectivités et entre les acteurs. La coordination, c'est aussi un enjeu interne à chaque grande collectivité,
puisqu'elle doit piloter ses satellites. Or, ce pilotage d'ensemble demeure perfectible. Il y a eu des progrès récemment avec notamment l'instauration par la Nouvelle-Calédonie de conventions d'objectifs et de moyens entre elle-même et ses établissements publics, mais il faut encore progresser. Il y a différents points d'actualité qui montrent que c'est un sujet important. Il y a également un sujet dans la projection, la capacité de projection pluriannuelle des collectivités, qui pour l'instant est insuffisante, et également un dernier sujet de coordination, qui est l'existence de documents stratégiques de cadrage qui sont pour l'instant insuffisamment développés dans l'ordre juridique calédonien. Je dirais qu'en conclusion de cette première partie, l'importance des compétences transférées de cette première sous-partie est l'élément dominant du cadre des finances publiques calédoniens. Mais il en découle des obligations. Les politiques publiques doivent être mieux coordonnées en interne et en externe. On va voir qu'au regard de ce contenu exceptionnel en termes de compétences, en revanche, le cadre budgétaire et comptable de la dépense est tout à fait standard, je dirais. Le cadre comptable, c'est celui de la comptabilité publique. Alors, il a une vertu fondamentale qui est d'assurer la régularité de la dépense publique, ce qui constitue un élément premier et incontournable de la performance. Le cadre budgétaire, c'est celui des communes pour les communes et des départements métropolitains pour les provinces et la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce cadre budgétaire a une grande vertu qui est d'assurer l'équilibre de la dépense publique. Étienne le rappelait à l'instant, il y a des règles d'équilibre qui empêchent de s'endetter pour fonctionner dans le système des finances locales et non pas pour l'État. Et c'est donc l'apport essentiel, je dirais, de ce cadre budgétaire au cadre des finances locales calédoniennes. L'endettement qui a fait l'objet de titres récents dans les médias trouvera nécessairement une limite dans les règles budgétaires de contrôle qui imposent aux collectivités de dégager un autofinancement suffisant pour rembourser l'annuité de leur dette. Alors, à la différence cependant du budget de l'État, le cadre budgétaire des provinces et de la Nouvelle-Calédonie n'est pas adapté à la performance. Il n'est pas fait pour ça. Et donc, le pilotage de la performance doit être superposé au cadre budgétaire. C'est un enjeu important. La Calédonie a commencé à le faire en 2009 avec le plan de performance des politiques publiques, le 4P, mais à ce stade, le chantier reste encore largement à poursuivre. On a vu que le cadre budgétaire ne permet pas une régulation de la conjoncture hormis par la constitution d'excédents qui seraient dépensés en période de basse conjoncture. Il y a des réflexions actuellement sur la constitution d'un fonds souverain qui représente des perspectives à travailler. Je dirais qu'au final, le cadre de la dépense publique en Nouvelle-Calédonie assure aux collectivités du territoire la gestion de l'essentiel de la dépense publique, selon un cadre budgétaire et comptable qui garantit l'équilibre des budgets, la régularité des opérations, mais qu'il conviendrait d'améliorer la coordination externe et interne des provinces et de la Nouvelle-Calédonie et que celles-ci définissent un pilotage de la performance. Si l'on s'intéresse maintenant aux recettes au cadre des prélèvements obligatoires, je présenterai tout d'abord celui-ci en deux temps, je dirais, l'autonomie fiscale et le système de la répartition fiscale. Alors, le point essentiel du cadre des prélèvements obligatoires, c'est bien sûr l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence fiscale, à la fois sur la fiscalité et aujourd'hui sur les cotisations sociales en application du 1 et du 4 de l'article 22 de la loi organique. Il n'est pas interdit à l'État de prélever des impôts sur le territoire. Il y en a un, la taxe d'aéroport, qui est prélevée sur les compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Tontouta, mais la pratique est que la Nouvelle-Calédonie est l'unique acteur du pilotage des prélèvements obligatoires. Cette situation protège la Nouvelle-Calédonie des effets de la crise de la dette publique en métropole qui pousse à la hausse les recettes et à la baisse les dépenses. L'autonomie fiscale
protège la Nouvelle-Calédonie de ce double effet. C'est un atout fondamental pour les finances publiques calédoniennes. Le deuxième aspect, c'est que cette autonomie fiscale est appuyée par le soutien de l'État qui a été détaillé par le haut-commissaire. Ceci allège la fiscalité et nous avons en Nouvelle-Calédonie un niveau de dépenses publiques de 53% du PIB, 500 milliards pour 955, avec des taux de prélèvement obligatoire, un taux de prélèvement obligatoire de 33%. C'est donc une situation favorable qui est en plus complétée par ce troisième constat qui est qu'il y a un potentiel fiscal important en Nouvelle-Calédonie, puisque avec 33% de taux de prélèvement obligatoire, les recettes s'élèvent à 320 milliards. Un point de prélèvement obligatoire, c'est 10 milliards de francs CFP. Il y a des marges de manœuvre en matière de prélèvement obligatoire. Et à cet égard, je dirais qu'il y a des actions qui sont menées de modernisation du système des prélèvements obligatoires, qui ont été menées dès le début des années 80 avec l'introduction de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, qui se poursuivent actuellement avec la TGC. C'est donc un bilan plutôt positif. Il reste à évoquer le système de la répartition fiscale, avec ses avantages, mais aussi ses limites. Il fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie centralise en fait l'ensemble des prélèvements fiscaux et réglementairement, en application de la loi organique, répartit ces prélèvements fiscaux entre elles-mêmes, les 3 provinces et les 33 communes. Le montant donc des recettes fiscales propres des communes et des provinces est faible. Le dispositif, quelle est sa vertu? Il assure en premier lieu l'unité fiscale du territoire. Quelle serait la Nouvelle-Calédonie s'il y avait un régime d'impôt sur le revenu par province ou un régime d'impôt sur les sociétés par province, sans parler de droits de douane? Le second avantage de ce système, c'est de permettre la ventilation entre toutes les collectivités du territoire de recettes qui sont produites essentiellement sur l'agglomération du Grand Nouméa. Et je dirais dans cette direction, le dernier avantage du système est de permettre une répartition orientée vers le développement du pays, en allouant aux provinces nord et des îles Loyauté des moyens relativement plus importants que ceux que leur population conduirait à définir, afin que celles-ci puissent avoir des moyens supplémentaires pour piloter le développement de leur territoire. C'est la politique du rééquilibrage. Alors, il y a donc des nombreux avantages au cadre actuel des prélèvements obligatoires, mais il ne faut pas se masquer ces inconvénients. Le premier inconvénient de ce système de répartition, c'est la rigidité des recettes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter les recettes d'une collectivité sans augmenter les recettes des 36 autres, puisqu'elles sont toutes liées entre elles. Le deuxième point, c'est que les résultats de la répartition aboutissent à ce que certaines collectivités sont dotées de façon insuffisante et d'autres ont des dotations qui sont équilibrées. Donc voici au moins 2 raisons qui justifient qu'une fiscalité proprement locale soit mise en place, permettant à chaque collectivité de moduler ses recettes et de créer ainsi de la flexibilité fiscale. Alors il y a des centimes additionnels qui ont été créés pour cela il y a fort longtemps, mais ils sont insuffisants. Ils sont votés à leur taux maximum et ne peuvent plus aujourd'hui être utilisés pour faire varier les recettes des collectivités. Alors des actions ont commencé à être menées pour créer de la fiscalité propre locale, avec par exemple la création de la taxe communale d'aménagement pour les communes, mais cette orientation doit être poursuivie. Il y a donc une évolution du cadre fiscal qui est nécessaire vers la résorption de ces déséquilibres sans compromettre sa logique d'ensemble. Je dirais en conclusion que le cadre calédonien des finances publiques assure donc des équilibres primordiaux, l'équilibre financier et la qualité juridique interne de la dépense, mais qui devrait évoluer dans 2 directions. D'une part, en poursuivant la modernisation de la fiscalité territoriale et locale, et d'autre part, en s'adaptant aux politiques publiques avec une meilleure coordination et le pilotage de la qualité, de l'efficience et de l'impact de la dépense publique. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet donc de bien appréhender le cadre des finances publiques sur le territoire. Pour terminer ces présentations,
Nous allons à présent donc accueillir Mathieu Morando, responsable des études à l'Institut des missions d'Outre-mer, qui va nous parler de la situation calédonienne, un sujet, comme cela a été souligné, qui est d'actualité, puisque on a eu la publication récente des comptes définitifs du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il y a peu de temps. Alors, Mathieu, est-ce que ces comptes définitifs laissent apparaître ou pas un rythme soutenable ou insoutenable de l'endettement de la Nouvelle-Calédonie? La parole est à vous. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Manuel de nous avoir invités à l'Institut des missions d'Outre-mer à participer à ce colloque. Ce que je vous propose, je ne l'ai pas lancé. Donc, on nous a invités à parler de la crise des finances publiques, mais peut-être que plutôt que de le poser comme une affirmation, j'aimerais le poser comme une question. Y a-t-il crise des finances publiques? Et je vous propose une intervention qui soit plutôt un état des lieux. Il va s'agir de mettre quelques chiffres sur ce qui vient d'être présenté sur l'évolution des finances publiques sur les dernières années. En introduction, peut-être un mot sur la place du secteur public au sens de la comptabilité nationale. Donc là, c'est les chiffres qui sont issus des tableaux de l'économie calédonienne, publiés par l'ISEE, et qui rappellent le poids des administrations publiques dans le partage de la valeur ajoutée, donc le poids dans le PIB, 23% en 2000, et un poids qui a ralenti progressivement. On est en dessous de 20% depuis les années 2010. Si on regarde les répartitions des recettes des administrations publiques, on a sur le petit graphique à droite toute la partie prélèvement obligatoire en vert, donc tout ce qui est cotisations sociales et recettes fiscales. On voit que cette part a fortement augmenté. On a une substitution des transferts de l'État vers des prestations prélèvement obligatoire. Et avec aujourd'hui, le chiffre a été rappelé tout à l'heure, un taux de prélèvement obligatoire à 33%, qui est très proche en fait de la moyenne OCDE. Donc, il y a encore un peu des marges de manœuvre. Ceci dit, on a une part des prélèvements obligatoires qui a fortement progressé. Pour autant, les transferts de l'État n'ont pas diminué, le haut-commissaire le rappelait tout à l'heure. Simplement, ils ont augmenté moins rapidement que le PIB. Et puis, au fur et à mesure qu'il y avait des transferts de compétences, effectivement, une sorte d'autonomie fiscale de plus en plus importante. On va commencer par regarder l'évolution des recettes, l'ensemble des recettes des administrations publiques. On voit qu'elles ralentissent, qu'elles se stabilisent même depuis quelques années, mais après avoir connu des rythmes de croissance extrêmement importants. Ce n'est pas propre aux recettes fiscales, c'est vraiment le reflet de l'histoire de l'économie de la Nouvelle-Calédonie qui a été extrêmement dynamique sur la période sur notamment les 15 dernières années, avec la construction des sites de métallurgiques, mais beaucoup d'investissements publics aussi, et qui ont contribué à une croissance forte. Donc des recettes qui accompagnaient cette croissance forte. Et au-delà des effets volumes, évidemment, la mise en place, on l'a cité tout à l'heure, d'impôts complémentaires, donc une densification, je dirais, de toute la fiscalité. Alors un coup de frein très important, notamment sur les 2 dernières années. J'ai mis sur les 2 graphiques en bâton des taux de croissance annuels moyens sur des périodes, donc sur la période 2000-2010, sur la période 2010-2012, on voit que finalement on était toujours sur des rythmes de croissance très importants, à la fois des recettes fiscales et des cotisations sociales. Et puis un grand coup de frein en 2012-2014, mais qui se prolonge, que ça soit sur les impôts, que ça soit sur les cotisations sociales, même si on est encore à 3% de progression des recettes sociales, donc c'est pas négligeable du tout, mais ça n'est pas du tout les rythmes qu'on observait par le passé. Et puis des autres transferts qui continuent à croître, mais qui croissent un petit peu moins rapidement et surtout qui étaient depuis déjà longtemps dans des rythmes de croissance inférieurs. Alors, ce ralentissement est marqué pour tous les compartiments, que ce soit les impôts, recettes fiscales, que ce soit les cotisations sociales, mais qui affecte aussi tous les organismes collecteurs. Le petit graphique en bas, on est avant toute redistribution et on voit que quel que soit l'organisme collecteur, on a vraiment un coup de frein extrêmement important.
Cette présentation, je ne vais pas la détailler puisque c'est ce que vous venez d'exposer hein, sur le rôle central de la collectivité de Nouvelle-Calédonie sur la collecte et la redistribution à la fois des impôts directs, indirects, mais aussi des recettes régies des tabacs et les contributions au FIP équipement de l'État. Ce rôle de redistribution est évidemment important, mais on l'a dit tout à l'heure, à quelques inconvénients ou quelques rigidités. D'abord, en lien avec la péréquation, un effet cliquet global pour les communes. Vous le savez peut-être, enfin vous le savez sûrement, il est réglementairement impossible de baisser la dotation des communes et ça se fait au détriment du reste du solde qui va abonder le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Dans les périodes où les recettes fiscales ont tendance à plafonner, comme c'est le cas actuellement, c'est évidemment un frein important. Un enjeu aussi, dans le rééquilibrage entre les provinces, c'est quelque chose qui a été qui est volontaire, qui avait une vocation effectivement de rééquilibrage, tout est dans le titre, mais qui aujourd'hui a un peu ses limites aussi en raison du ralentissement de la ressource globale, et notamment évidemment des tensions importantes pour la province sud, qui a une population en forte croissance et qui n'a pas des dotations proportionnées. Enfin, concernant les communes, un deuxième effet cliquet qui est simplement, qui est là aussi lié au fait qu'il est impossible de revenir en arrière sur les dotations et ça se fait au détriment de communes qui connaissent une croissance rapide de leur population. Les recettes destinées aux communes dont la population décroît sont fixées et du coup, évidemment, le solde peut diminuer. Enfin, le solde ne va pas augmenter aussi rapidement que la population pour les communes les plus dynamiques. Donc, je pense que nos débats les prochains jours vont revenir aussi sur ces questions, mais la volonté politique du rééquilibrage, ces règles de fonctionnement ont vraiment leur raison d'être, mais trouvent aujourd'hui leurs limites simplement parce qu'on est dans une ressource moins abondante. On a parlé un peu tout à l'heure de l'effet ciseau, on le visualise ici. L'effet ciseau, c'est un tassement des recettes qui est plus rapide et plus prononcé que le ralentissement des dépenses. Alors on le voit ici de manière globale hein, pour la collectivité Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, même si on a aussi des dépenses qui ralentissent. Hein. On a une rationalisation des budgets, des dépenses notamment de fonctionnement dans les différentes collectivités et ça se voit dans les chiffres et c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, un effet ciseau qui est apparu, qu'on peut détailler par collectivité. Alors, il va concerner un peu différemment les différentes collectivités, mais enfin toutes sont confrontées ou le seront à cet effet ciseau à un moment ou à un autre. Pour l'instant, il a été très marqué sur la province Nord, province des îles, mais aussi évidemment pour le territoire. Alors, je vous propose de rentrer un tout petit peu plus dans la comptabilité agrégée des finances publiques. On retrouve l'effet ciseau entre cette fois-ci sur la partie dépenses et recettes de fonctionnement. Et évidemment, qui a pour corollaire une diminution de l'épargne brute. Diminution de l'épargne brute qui est particulièrement marquée pour le territoire et pour la collectivité de Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour les provinces. Une épargne brute qui est restée en revanche relativement conséquente pour les communes. Alors, cette épargne brute, elle est transférée évidemment dans la partie investissement, dans les comptes d'investissement. Et l'investissement, on le verra, est resté soutenu. Les dépenses d'investissement ont continué et se sont maintenues. Donc on a toujours un soutien public fort à l'investissement, mais qui a nécessité un recours accru d'une part à l'emprunt et puis aussi des variations du fonds de roulement qui deviennent négatifs, c'est-à-dire le fait de puiser dans l'épargne antérieure pour financer l'investissement. Donc on a des variations de fonds de roulement qui deviennent négatives dès 2013 et qui sont importantes notamment pour la collectivité de Nouvelle-Calédonie, ce qu'on voit sur le dernier graphique.
Autre manière de présenter les choses, cette fois-ci, c'est uniquement la partie recette du budget d'investissement pour l'ensemble collectivités Nouvelle-Calédonie, provinces et communes. On voit là le gros pavé bleu en haut en 2012 qui est fortement restreint en 2015. Ça, c'est l'épargne brute qui provient de la section de fonctionnement. Et du coup, la nécessité, même si la partie recette réelle d'investissement a progressé, hein, ça c'est le pavé vert, la nécessité quand même de recourir plus fortement globalement à l'emprunt. Et puis le solde qui est côté recettes veut dire qu'on a besoin de financer aussi à partir des matelas ou des réserves antérieures. Et si on fait le même graphique pour la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les choses sont encore beaucoup plus impressionnantes, avec effectivement une épargne brute qui a fortement diminué et du coup un recours à l'emprunt beaucoup plus important en 2015 qu'il ne l'était en 2012. Alors on peut faire les focus sur différentes années, hein, mais c'est quelque chose qui est une tendance lourde depuis, disons, 2012. Ce qui nous amène à la grande question qui est la question de l'endettement des collectivités publiques. On voit une courbe qui fait peur, hein, c'est le graphique bleu qui est assez explosif, et qui est la dette cumulée des collectivités locales en point de PIB. Alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Mon sentiment, c'est qu'on a un endettement public qui est aujourd'hui soutenable. On est dans des références qui sont à 14% du PIB. Dépasse un petit peu ce qu'on a sur le territoire national quand on regarde la dette cumulée des communes, des régions et des départements, mais finalement avec des prérogatives qui sont plus importantes. Hein, la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, province et communes ont un rôle beaucoup plus important que les collectivités locales sur le territoire national, puisque, comme cela a été rappelé, un certain nombre de compétences sont aujourd'hui portées par notamment une collectivité et les provinces. Et puis si on regarde, je l'ai juste mis comme ça à titre d'illustration, mais on a une courbe qui finalement ressemble beaucoup à l'endettement des régions sur le territoire national. C'est sur le petit graphique de droite, ce qui est en bleu foncé. Alors, l'encours des crédits des crédits augmente fortement. On a encore eu 26% d'augmentation en 2016. On voit qu'on est passé de moins de 6% du PIB en 2006 à 14% en 2016. Donc, si l'endettement est soutenable, sans doute que le rythme d'endettement n'est absolument pas soutenable et qu'il va falloir trouver des solutions pour endiguer cette accélération. Notamment le territoire de la Nouvelle-Calédonie, on voit en proportion qu'il porte aujourd'hui une part importante de la dette de la Nouvelle-Calédonie, de la dette publique de la Nouvelle-Calédonie, alors que la part de l'endettement des communes diminue et la part de l'endettement des provinces est relativement stable. On voit aussi apparaître l'endettement des collectivités des autres collectivités, syndicats mixtes, un certain nombre de choses qui prennent de l'ampleur et qui apparaissent désormais de manière importante dans la répartition de la dette publique. Alors, cette dette accélère forcément, mais en même temps, c'est une bonne chose puisque c'est ce qui a permis de continuer à faire de l'investissement public. On a de l'investissement public qui s'est maintenu dans une période de ralentissement économique, mais pour faire face à des besoins qui restent importants sur le territoire. Et ce qu'on constate, c'est que la collectivité de Nouvelle-Calédonie est passée d'un rôle de régulateur de plus en plus à un rôle d'investisseur en intervenant directement dans un certain nombre de financements d'investissement. Donc un élargissement de son périmètre d'action, mais qui explique aussi que la dette de la Nouvelle-Calédonie est aussi fortement augmentée sur la période récente. J'en ai pas parlé, on a, je crois, demain une partie très complète sur l'enjeu des comptes sociaux, qui est évidemment un enjeu extrêmement important. J'ai juste mis quelques focus, là, extraits des chiffres clés du rapport d'activité de la CAFAT. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un focus particulier sur les comptes sociaux, sur l'enjeu des comptes sociaux et sur des déficits, notamment sur l'assurance maladie, sur les prestations familiales. Et puis des comptes du chômage qui pour l'instant restent contenus, mais un ralentissement économique qui pourrait à moyen terme poser quelques problèmes aussi sur ce compartiment. Et
je suis un petit peu tôt, je n'ai pas encore eu le 5 minutes, mais je voulais prendre un petit peu de temps pour les conclusions. Donc j'ai beaucoup de diapos de conclusions. Simplement pour revenir sur, à mon sens, les rigidités et les menaces d'un côté, puis les atouts et les perspectives en matière de comptabilité publique. Rigidité et menace, un premier point à souligner, c'est le poids croissant des recettes préaffectées. On en parlait tout à l'heure, hein, des centimes additionnels qui sont aujourd'hui votés à leur taux maximum, mais aussi d'autres sources préaffectées. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet de sanctuariser un certain nombre d'interventions, mais le problème, c'est que ça proportionne la dépense à la ressource. Donc on n'a pas d'ajustement possible. Si on a des besoins plus importants, on va être coincé par ces recettes qui sont figées. Et c'est évidemment un frein. Et puis dans l'autre sens, on va prendre l'image du tour de la caserne, c'est-à-dire qu'on a des dépenses préaffectées. Si on n'a pas besoin d'autant, c'est compliqué de réaffecter et d'utiliser à d'autres fins. Et puis, à mon sens, une autre rigidité et menace, c'est le poids extrêmement important du hors-bilan. Alors, j'ai juste fait le focus sur les SEM des provinces. Je pense que c'est illisible et c'est un peu le but, c'est de vous montrer un petit peu les nébuleuses sur les domaines d'intervention des 3 SEM, des bras armés des provinces. Il y a des codes couleurs, je vous les détaille pas, mais à chaque fois, on va retrouver des interventions dans le domaine du tourisme, des interventions dans le domaine de l'agriculture, de l'aquaculture, des interventions dans le domaine des transports, donc des choses qui sont évidemment pertinentes, mais qui en même temps font peser un risque fort si on continue à avoir un tarissement des recettes. Alors ça, c'est pour le Promo Sud. Voici pour la SODIL, donc avec les mêmes, d'autres codes couleurs, mais des domaines d'intervention qui sont à peu près les mêmes. Et puis, pour finir en beauté, évidemment, Nord Avenir, il n'y a pas Sophie Nord ici, mais Nord Avenir avec des interventions dans des domaines extrêmement importants. Alors, on voit bien que pour l'instant, ça fonctionne parce qu'un match a été constitué. On sort d'années de croissance très importante, donc, mais si les nouvelles devenaient plus mauvaises ou plus durablement mauvaises sur le nickel, on pourrait avoir des situations très, très, très difficiles et effectivement avec des effets de contagion, des effets en cascade qui seraient difficiles à contenir. Alors il y a des atouts et des perspectives aussi, je le disais, un matelas important. On a heureusement pu aborder la crise ou aborder le ralentissement des recettes dans un environnement relativement favorable, puisqu'on sortait d'années de croissance très importantes, qui ont permis quand même de démarrer avec un endettement des collectivités locales très faible. Donc on avait la capacité d'emprunter. Et ce que je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui un endettement soutenable, c'est son rythme qui ne l'est sans doute pas. Et puis, alors c'est peut-être un peu provocant de le mettre dans les atouts et perspectives, mais je voulais parler quand même un petit peu du nickel et finalement d'intervention sur le nickel. On a ici des courbes en indice qui montrent qu'en 10 ans, la production de minerais a été multipliée par 2,5, c'est les courbes bleues. La production de produits du nickel a quasiment doublé, donc ça c'est évidemment l'effet en volume de la montée en charge de nos 2 nouvelles usines. Alors en valeur, c'est moins bien, on le sait bien. Le niveau des cours mondiaux du nickel aujourd'hui et puis est dans une situation qui dure, fait qu'on n'a pas pour l'instant les fruits de cette forte progression en volume. Mais je voudrais rappeler que pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie, et je sors un petit peu du cadre des finances publiques, la montée de la production en volume, ça apporte de l'emploi. Alors évidemment, quand on n'est pas rentable, les métallurgistes sont contraints à réduire leur cash cost, à prendre un certain nombre de mesures qui affectent déjà évidemment les sous-traitants et tout. Mais quand même, en termes d'emploi, en termes de salaire, en termes de redistribution, on a un effet de nickel qui est important. Et on ne devrait pas, si nous étions clairvoyants, s'affoler autant. En tout cas, à mon sens, on n'a pas aujourd'hui de crise nickel pour les acteurs calédoniens, mais simplement des menaces très fortes, des menaces dures. Et je terminerai là-dessus simplement pour vous présenter cette petite courbe. C'est l'indicateur du climat des affaires que nous publions régulièrement, donc qui résume
l'opinion des entrepreneurs dans nos enquêtes de conjoncture. On les interroge sur l'évolution de leur activité, des prix, de l'emploi. On résume tout ça avec des modèles d'analyse des données par un indicateur de climat des affaires. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cet indicateur de climat des affaires, on le construit en enlevant les mines et en enlevant les métallurgistes. Et pourtant, il évolue de manière très corrélée au cours du nickel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos acteurs, nos entrepreneurs sont complètement formatés, sont complètement, et c'est normal par rapport au poids dans l'économie du nickel, par cette évolution des cours. Donc, on le voit on le voit en 2012, on le voit surtout sur toute la période récente avec des cours qui sont fortement dégradés. Ça impacte très fortement les perspectives d'investissement des entrepreneurs hors nickel. Ça impacte leur morale de manière durable. On trouve un petit peu les mêmes... Et du coup, j'en arrive à la conclusion finale, c'est vraiment ce risque aujourd'hui qui est risque nickel, contagion à l'ensemble de l'économie, contagion aux finances publiques et avec effectivement une menace très sérieuse qui pèse. Voilà. Donc on n'est peut-être pas en crise avec un niveau d'endettement qui est encore aujourd'hui supportable, mais effectivement des inquiétudes très fortes pour l'avenir si la situation devait empirer parce qu'on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces présentations très enrichissantes. Et j'imagine qu'il doit certainement y avoir dans le public des réactions, des questions. Donc, malgré le petit retard que nous avons pris sur le programme, on va prendre le temps de vous donner la parole. Je vous rappelle que parce que la conférence est enregistrée, il faut bien parler dans le micro et on vous demande de bien vouloir vous présenter rapidement avant de prendre la parole. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires? Merci. Oui, une question à Étienne Farvac, s'il vous plaît. Sébastien Cotte, Université de Poitiers. Vous avez bien expliqué, il est là, vous avez bien expliqué l'effet différentiel du multiplicateur de la dépense publique, en montrant bien à quel point, en période de récession ou en période de croissance, ça a un effet différent. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on est capable de déterminer si on est en période de récession et si on est en période de croissance? On répond fermement. Oui, je vous en prie. Alors, répondre à une question comme ça à côté de quelqu'un qui appartient à l'IOM, c'est compliqué. Oui et non. C'est-à-dire que traditionnellement, on a beaucoup de mal, et c'est l'argument de Friedman que je citais. C'est-à-dire que quand on avait une récession qui démarrait au 1er janvier, au mieux, on mettait en place des politiques économiques 9 mois après, et on pouvait espérer qu'elles aient un effet un an après. Maintenant, on a à l'ère des données massives, à l'ère d'un certain nombre d'indicateurs, on fait ce qu'on appelle du nowcasting. Je ne sais même pas comment on peut le traduire. Autant big data, on peut traduire par données massives, le nowcasting, je ne sais pas. Mais en tout cas, on commence à avoir des mesures qui reposent sur des indicateurs quasiment instantanés. Et donc, ça ne peut qu'améliorer le guidage. Alors après, la mécanique des finances publiques, elle reste lente. Et donc, si on a une meilleure appréciation plus rapide du cycle économique, la mise en place des politiques, elle reste relativement lente. Sachant que pour la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de compte trimestriel, donc on est très loin de pouvoir avoir des indicateurs avancés. Le seul indicateur de conjoncture, c'est ceux de nos enquêtes, mais il est effectivement, c'est une enquête d'opinion. En tout cas, ce que je note, c'est que s'il y a crise aujourd'hui, c'est une crise de confiance avant tout. C'est-à-dire qu'on voit un frein massif sur les intentions d'investir des entrepreneurs. Alors, il y a la crise nickel, mais il y a aussi les incertitudes institutionnelles. Il y a beaucoup de choses, mais Lagadec le rappelait en introduction de ce colloque, cette question de la crise, c'est en tout cas pas une récession à ce stade. On a un atterrissage
plus violent que ce qu'il n'était attendu, mais en même temps il était attendu. On savait que la construction des usines aurait une fin et qu'il y aurait des ajustements. C'est pas une problématique propre à la Nouvelle-Calédonie. À La Réunion a vécu la même chose avec la fin des grands travaux sur la route des Tamarins et des relais qui n'étaient pas tout de suite efficaces sur la route du littoral. Donc c'est des choses qu'on sait gérer, mais en même temps on a aujourd'hui une crise de confiance qui dure et qui pose évidemment des problèmes après de pérennité en fait. Mais aujourd'hui, on a juste retrouvé un rythme de croissance qui est finalement celui de la France, des pays d'Europe, qui est peut-être pas faramineux, mais en tout cas, on n'est pas en récession. Je voudrais profiter de rebondir sur la question de notre collègue en confirmant ce questionnement. C'est-à-dire qu'ici, il y a un vrai sujet, c'est non seulement les comptes trimestriels, mais les comptes annuels. Le PIB, actuellement, les chiffres sur lesquels on travaille, sont des données estimées. Et je dirais qu'il y a, dans les missions des collectivités, celle de produire de l'information d'intérêt général via notamment l'ISEE. Et c'est vraiment, à mon avis, un aspect essentiel des perspectives à tracer. Hein. C'est d'avoir de la donnée macroéconomique fiable et rapidement. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Merci, c'est donc Yuki Sekine de l'université de Kobe. J'ai plutôt un commentaire, c'est un commentaire plutôt qu'une question sur la présentation de Monsieur Farwak et l'allusion à la malédiction de Juncker que je ne connaissais pas, mais qui m'a rappelé que l'un de nos anciens premiers ministres, le Premier ministre Noda, qui a effectué une réforme très importante de la sécurité sociale et des taxes en 2012. Comme je vais en parler demain, le vieillissement de la population au Japon est une des causes principales, c'est une des grandes causes de l'endettement. Et beaucoup de spécialistes, des économistes et des juristes étaient unanimes sur le fait qu'une hausse des taxes était indispensable au redressement de l'économie. Et donc, en fait, ils ont un petit peu préparé le terrain au gouvernement, et le Premier ministre Noda, notamment, a pris la décision en pleine connaissance, en pleine conscience des risques électoraux, et même en le disant, il disait je sais que je risque ma vie politique, mais je veux quand même prendre la responsabilité de le faire. Il a pris la décision d'augmenter la taxe sur la consommation, ce qui lui a effectivement coûté. Donc ils ont perdu les élections après, mais c'était une attitude qui a été perçue par une grande partie du public comme une attitude assez responsable, et enfin, même s'il a perdu les élections, ça a été quand même perçu comme un acte très courageux. Voilà, c'est juste un commentaire. Merci. Il y a une question. Je dirais, comme on a beaucoup parlé de l'équilibre des finances publiques, de l'endettement, de la nécessité ou non de s'en inquiéter, je voudrais simplement rappeler que on est dans ce cadre budgétaire des collectivités locales et que les règles sont assez strictes concernant l'endettement des organismes soumis aux règles de la comptabilité publique, c'est-à-dire que la CAFAT n'en fait pas partie. Donc s'il y a un risque d'endettement, je dirais qu'il sera nécessairement géré dans le cadre du contrôle budgétaire exercé par l'État sur les budgets des collectivités. Et le risque, vraiment, s'il est patent, à mon avis, est plutôt à surveiller sur les comptes des organismes sociaux, puisque la CAFAT, enfin je le dis pour ceux qui l'ignorent, n'est pas soumise aux règles du contrôle budgétaire qui s'appliquent aux communes, aux provinces et à la Nouvelle-Calédonie. Elle fonctionne en comptabilité privée, sans comptable public. Et donc voilà, le risque d'endettement, à mon avis, est plus à surveiller sur les comptes sociaux que sur les comptes des organismes soumis aux règles de la comptabilité publique. Merci. Nous avons une nouvelle question en haut. Bonjour, Édouard Léoni. Je suis docteur en droit. J'ai fait une thèse sur justement l'autonomie financière de la Nouvelle-Calédonie en 2012 dans le cadre de l'accord de Nouméa. Donc j'ai fait un bilan effectivement des finances des collectivités locales, des finances sociales,
Et puis à l'époque déjà, on était comme nombreux, comme le professeur Mathias Chouchat, à mettre en évidence que les finances publiques allaient droit dans le mur. Le contexte il est suivant. On a un cours du nickel qui a chuté en 2007. On était à $50,000 la tonne. Aujourd'hui, on est à moins de $10,000 la tonne. L'État nous a aidé à construire 3 usines de nickel, 2 ici et 1 à l'extérieur. Et malgré tout, on n'y arrive pas. Alors, pourquoi on n'y arrive pas, d'après vous? Est-ce que c'est un manque d'anticipation? Est-ce que c'est simplement de l'incompétence? Ou simplement, dans le cadre du fonctionnement de l'accord de Nouméa, on arrive à une crise des finances publiques juste à la fin de l'accord? Donc, il y a effectivement une dimension économique. Est-ce que c'est possible, à ce jour, de réformer vraiment le pays, dans le sens où, à chaque fois qu'il y a eu des propositions de réforme fiscale en particulier, ou des réformes structurelles, il y a toujours eu des votes contraires au Congrès. Par exemple, quand il y a eu l'inspecteur général des finances, Lib, qui est passé sur Nouméa, le président du gouvernement de l'époque l'a renvoyé illico sur Paris. Ces professeurs-là étaient mes professeurs en prépa ENA à Paris. Donc, quand on traite un IGF de cette manière-là, on peut comprendre que réformer un pays, c'est pas simple. Ici, en particulier. Et puis, à mon sens, s'il n'y a pas de crise du nickel, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura alors. Hein, parce que quand on s'interroge actuellement sur l'existence, en tout cas la pérennité de l'activité de Vale NC, et les autres usines sont dans la même situation. Et quand vous posez la question aussi aux mineurs, ils sont aussi dans la même situation, c'est-à-dire en situation de survie. Dans la question, pour terminer, comment on aurait pu éviter tout ça, hein, avec 10% des réserves mondiales et toutes les aides de l'État. Merci. Je peux commencer à répondre. Alors, c'est difficile de répondre à ce genre de questions quand on vient de l'extérieur, hein, ça paraît très facile, mais il y a une partie de la réponse qui est liée à la réforme Juncker, enfin à la malédiction de Juncker, c'est-à-dire qu'on sait tout ce qu'il faut faire, mais qu'on sait bien que c'est très coûteux de faire, coûteux politiquement, et donc de toute façon, il faut trouver les moyens de sortir de cette impasse-là. Après, on est dans la même situation que un certain nombre de rapports, par exemple, qui ont été sortis depuis 20 ans, 30 ans quasiment en France sur ce qu'il faut faire pour réformer la France, pour retrouver un niveau de compétitivité, pour libérer les marchés du travail, etc. Ça fait 30 ans qu'on sait ce qu'il faut faire, ça fait 30 ans que les économistes ont à peu près un consensus plus ou moins large sur les quelques réformes qu'il faudrait faire. C'est pas pour ça qu'elles se font. Et je pense que, alors c'est là où la partie de mon intervention ne va pas faire plaisir, on sait évidemment qu'une économie qui repose sur un seul produit est forcément très fragile et qu'on sait tous qu'en finance, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et qu'il faudrait pouvoir développer des activités alternatives qui permettraient de compenser. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. D'accord ? C'est extrêmement difficile et on est là en tant qu'universitaire et on n'a pas les mains dans le cambouis, mais je pense qu'on n'échappera pas à ce constat qu'une économie qui repose sur un seul produit est forcément très volatile. Après, la question, c'est comment on diversifie et sur quoi on diversifie. Ça... Ouais, sur les difficultés de la réforme fiscale, qui est un élément du questionnement d'Édouard, je serais moins pessimiste que la question. C'est quand on regarde sur le long terme, il y a eu des évolutions fiscales douloureuse, hein, implantation de l'impôt sur le revenu au début des années 80, de l'impôt sur les sociétés. Il y a d'autres territoires d'outre-mer, collectivités d'outre-mer qui n'ont pas encore sauté ce pas-là. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place un mouvement qui va durer plusieurs années de substitution de l'équivalent de la TVA. Alors on n'a pas appelé ça TVA parce que à Tahiti, les Tahitiens ont appelé la TVA, tout va augmenter. Donc probablement, pour ne pas tomber dans le même mot d'esprit, on a créé donc la TVA qui va se substituer petit à petit aux vieilles taxes d'approche, hein, d'importation. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a le directeur des services fiscaux qui va intervenir dans le cadre de ce colloque. Et je crois qu'en matière de fiscalité, c'est vrai que c'est toujours difficile, parce qu'il y a toujours
c'est toujours plus douloureux. Mais cela dit, je serais moins pessimiste s'agissant de cette dimension fiscale de ton questionnement. Merci beaucoup.